va, par exemple, comme premier exemple, prouver que le problème de l'arrêt des machines de Turing est indécidable. Donc en français, on va prouver qu'il n'est pas possible de déterminer algorithmiquement si une machine de Turing s'arrête. Donc quand on dit une phrase comme ça, algorithmiquement veut dire par machine de Turing. Donc il n'y a pas de machine de Turing qui prenne en entrée une autre machine de Turing et qui décide si elle s'arrête. Formellement, donc le problème de l'arrêt, je vais utiliser la terminologie anglaise halting problem, c'est l'entrée. Je me donne une machine de Turing M, je me donne une entrée W et je veux savoir si M s'arrête sur l'entrée W. Donc, par rapport au problème universel, le problème universel, c'est savoir si M accepte W. Là, je veux savoir si M s'arrête sur W. Donc, M peut s'arrêter sur W en acceptant W ou peut s'arrêter sur W en refusant W. Auquel cas, il faut que je réponde oui, c'est une instance positive. Et une instance négative, ce serait une machine de Turing M et un W, tel que M ne s'arrête pas sur W, autrement dit, tel que M boucle sur W. Et je prétends que ces problèmes est indécidable. Et pour prouver ça, je vais utiliser la stratégie précédente en montrant que ce problème halting problème est plus dur qu'un problème que je sais être indécidable. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser le problème universel. Donc c'est ça que je vais prouver. Et donc comment est-ce que je prouve que j'ai cette relation-là, donc que mon problème est plus difficile que le problème universel? Eh bien je construis, donc par définition, une réduction du problème universel par le problème de l'arrêt. Donc une entrée du problème universel, c'est un couple A-W. Eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'à un couple A-W, je vais associer la machine de Turing B définie de la façon suivante. En fait, je vais utiliser la représentation graphique qui est là pour dire ces quelques lignes. Donc B prend en entrée un mot W. Sur W, B se met à simuler A sur W. Si jamais A accepte W, alors B accepte. Si jamais A refuse W, alors B rentre dans une boucle sans fin. Boucle. Donc évidemment, il est possible que la simulation de A sur W boucle elle-même, auquel cas, eh bien, B boucle, je ne me rendrai jamais compte que A a accepté ou que A a refusé. Ok. La fonction qui a un couple AW associe BW est calculable, puisque essentiellement, étant donné la description de la machine de Turing A, je peux produire une description de cette machine de Turing B qui fait exactement ça. Et on a bien que le couple A de W est une instance positive du problème universel si et seulement si B s'arrête sur W, c'est-à-dire si et seulement si c'est l'image, donc je devrais écrire ici B, est une instance positive du problème de l'arrêt. En effet, si la machine qu'on vient de construire, si A accepte W, alors B va terminer sur W. Si A n'accepte pas W, la machine B ne terminera jamais sur W. Donc on a exactement ce qu'il faut pour affirmer qu'on a cette propriété. Donc c'était un premier exemple de preuve d'indécidabilité. Deuxième exemple, il n'est pas possible de déterminer par algorithme, donc par machine de Turing, si une machine de Turing accepte au moins une entrée. Formellement, je me donne le codage d'une machine de Turing M et je veux savoir si le langage accepté par M contient au moins un mot, donc n'est pas l'ensemble vide. Je prétends que ce problème est indécidable. Et comment est-ce que je vais prouver ça? En montrant qu'il est plus difficile qu'un problème que je sais déjà indécidable. Et là, en l'occurrence, on va encore prouver qu'il est plus difficile que le problème universel. Alors comment est-ce que je fais? Je dois donc construire une réduction du problème universel
vers ce problème. Donc une instance du problème universel, c'est donné par un couple AW. Et une instance de ce problème L ensemble vide, c'est une seule machine de Turing. Et donc quelle est la fonction qui transforme les instances du problème universel vers ce problème? Eh bien, c'est la fonction qui, à ce couple AW, associe la machine de Turing A de W, définie comme ici. Graphiquement, c'est ce qui est là, en espérant que vous compreniez cette représentation graphique. Donc, qu'est-ce que fait A de W? Sur une entrée U, elle se fiche complètement de la valeur de U et se met à simuler A sur W. Si jamais cette simulation accepte, elle accepte. Dans tout autre cas, eh bien, elle n'accepte pas. Ce qui est clair, c'est que, étant donné la description de A et de W, je peux produire la description de cette machine A de W. Donc c'est bien une fonction calculable. Et on a que le couple A de W est une instance positive du problème universel si et seulement si L de AW n'est pas l'ensemble vide. C'est-à-dire si seulement si on a une instance positive. Donc on a exactement ce qu'il faut pour affirmer que mon problème universel est plus facile que ce problème-là et donc avoir prouvé l'indécidabilité de ce problème. Si vous préférez, je peux le redire autrement, cette propriété. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Bien, parce que si A accepte de W, alors en fait, le langage accepté par A de W, ce sera tous les mots, donc ce ne sera pas vide. Et sinon, c'est que si A n'accepte pas W, eh bien, je n'accepterai jamais, donc le langage associé à A de W dans ce cas-là, c'est l'ensemble vide. Donc on a bien exactement cette propriété. Voilà, je redis ici exactement ça en français, si cela vous aide. Il faut pratiquer pour comprendre que toutes ces preuves se ressemblent vraiment et sont en fait quelques variations autour d'arguments qui sont toujours assez similaires. Et en fait, on a un théorème très général qui s'appelle le théorème de Rice, sur lequel on reviendra dans le cours suivant, qui dit que, essentiellement, si vous avez une propriété des langages semi-décidables qui n'est pas triviale, alors, étant donné une machine de Turing M, décider si le langage correspondant vérifie la propriété est un problème indécidable. On reviendra sur le théorème de Rice dans le prochain cours. Là, on reviendra sur cette transparence. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de dire pour l'instant, et pour terminer, que des exemples de problèmes indécidables. Donc, les exemples que j'ai donnés jusque-là parlent de machines de Turing et paraissent complètement artificiels. Mais malheureusement, il n'y a pas que des problèmes artificiels. Il y a aussi des problèmes très concrets qui sont indécidables. Donc, par exemple, un des problèmes que Hilbert avait listé comme les questions de Hilbert pour le siècle, pour 1900, donc j'ai déjà parlé de ça, c'était quand on a un polynôme à coefficient entier, est-ce qu'on peut décider s'il possède une solution entière? Il se trouve que ce problème est un exemple de problème indécidable. Autre exemple, en calcul formel, je me donne une expression mathématique et je veux savoir si on peut cette expression est la constante nulle. En fait, je peux même dire ça plus formellement en faisant des hypothèses très précises qui sont là. C'est un exemple de problème indécidable. Ça veut dire que la simplification en calcul formel, dans le cas général, est juste impossible par algorithme. Ou en logique, j'ai une formule arithmétique du premier ordre, et je veux savoir si elle est vraie sur les entiers. C'est un problème indécidable. Bon, en fait, pour information, la théorie du premier ordre des entiers, si on supprimait la multiplication, ça serait décidable. C'est le théorème de Presburger.